depuis le lieu où j'habite la vie ici. Je souffre de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de viande aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme à l'autre parade de l'inconfiance, on ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars, ouais, mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi tu es venu de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il est en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la passivité. Le milieu de l'art est plein de petits mots boubou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un boubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon corps, faut pas le mettre à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur ton salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Babia. Tu t'inquiètes comme ton broker, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. For 20 years, Mitsubishi Motors has brought constant innovation to Canada. Bonsoir tout le monde. Je vous mets un sujet là. Vous allez voir. Quand je vois tout ce qui se passe là à la télévision, là, je ris, moi je bois du petit lait. Parce que quand nous on leur parlait, ils n'ont pas cru. Maintenant, on vient ressasser ça comme si c'était nouveau.
Je vais vous mettre une série de vidéos et je vais revenir sur ça. Deuxième partie, toujours en compagnie de Valère Bertrand Bessala, guide de Jouvence. À côté de lui, c'est Denis Emilien. D'abord, Denis Emilien. Dans les constructions d'actes, pas de nos communes, la plupart des villes, en principe, c'est un besoin qui devrait être gratuit. On ne devrait pas parler de toilettes publiques au Cameroun. Imaginez, oui, de toilettes payantes. Imaginez-vous que vous avez, excusez-moi, une diarrhée et que vous n'avez pas 5 francs. Est-ce que vous devez faire quoi avec? Garder dans votre ventre? Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, qu'on nous amène à payer ne serait-ce que déjà les besoins qui sont naturels, les besoins physiologiques? Si déjà un État, les communes, ne peuvent pas ne serait-ce que s'occuper de ça, nous permet de satisfaire nos besoins physiologiques, qu'est-ce qu'on doit encore attendre d'elle? Qu'est-ce qu'on doit encore attendre de l'État? C'est vraiment ce petit-là. Donc vraiment, vivement, il faut absolument que la taxe des jeunes, Il faut payer les taxes des jeunes qui entretiennent ces espaces. Mais écoutez, nous sommes les toilettes publiques. Les taxes des jeunes qui sont collectées doivent être orientées pour la construction et l'entretien des toilettes publiques. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la même histoire qu'on nous disait à l'époque que les péages, c'est pour entretenir les routes. Mais parfois, on ne sait pas où va l'argent des péages. Et chaque année, les routes ne font que se décaler. Et nous, on ne fait que payer le péage. Voilà. Il faut absolument mettre un point de l'heure dessus que la taxe d'hygiène sert réellement à construire les toilettes publiques et qu'elles soient gratuites. Ok. Voilà, Bertrand Bessala, on a vu le préfet dans une descente accompagné du maire. C'est le deuxième arrondissement. À prendre cette option-là plutôt qu'une autre. Mais moi, je vais plutôt rendre. Le ministre avait dû ramener de l'ordre dans cette affaire-là parce que nous savons ce qu'il y a dans les marchés, c'est-à-dire la spécialisation. Il faut que ceux qui dirigent, ceux qui font dans ces affaires-là comprennent qu'on ne peut pas avoir, on ne peut plus avoir des marchés pour tout. Aujourd'hui, comment on peut l'avoir ailleurs? C'est-à-dire dans un marché, vous achetez les vêtements, vous achetez la tomate, vous achetez les condiments, vous achetez le bœuf, vous achetez le poisson, vous achetez... Non, il faut spécialiser les marchés. La chance déjà que nous avons, c'est que dans l'arrondissement, dans le Fundi, pour prendre les grandes villes particulièrement, il y a au moins 6 arrondissements. Il y a Yaoundé, voilà, il y a Yaoundé, même c'est 7 arrondissements. Donc vous pouvez déjà spécialiser les marchés, soit par arrondissement, soit alors à l'intérieur des arrondissements, vous les spécialiser. C'est pour ça que par exemple, vous voyez qu'il y a eu des batailles, parce que les gens ne savent pas, il y a eu de nombreuses batailles, par exemple, la communauté urbaine et les mairies, par exemple, sur le marché central. C'est-à-dire que qui est responsable du marché central, qui doit prélever les taxes ainsi de suite, le marché d'une foule, c'est la même chose. Donc le Premier ministre avait dû ramener de l'ordre dans cette affaire-là parce que nous savons ce qu'il y a dans les marchés. C'est-à-dire que c'est là-bas que tous les maires grugent les populations et se font la malle. C'est-à-dire le receveur a ses propres, comment vous appelez ça, les collecteurs, et il y a les collecteurs du maire, et donc chacun arrive à son moment, prélève les taxes aux populations, ça va dans tous les sens, c'est l'argent qui va dans les caisses. Donc il faut spécialiser les marchés. Quand vous spécialisez les marchés, ça vous permet de tenir non seulement un bon fichier des usagers du marché ou alors des tenanciers des boutiques, ça vous permet aussi de maîtriser la population même des commerçants qui sont au marché par rapport à la capacité d'accueil du marché. Parce que si vous vendez tout dans le marché,
Ne me dites pas qu'une grand-mère qui vient vendre ses tomates et ses condiments va aussi elle venir dans une boutique de 10 millions. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Pourtant, un bon vendeur à la sauvette qui, par exemple, fait dans le vêtement ou je ne sais pas trop dans l'électroménager peut bien louer une boutique de 10 millions. Parce qu'en fait, son capital se rapproche sensiblement de cette affaire-là. Et le rapport entre l'investissement et le profit est très réduit. Vous comprenez? Donc, on peut comprendre cela. On peut donc dire, par exemple, que le marché Mokolo peut rester peut-être pour ceci, le marché Bifoudi pour cela, le marché Bombi pour cela. Ça fait qu'on n'aura plus les gens, par exemple, qui vont dans un marché. C'est ça qui crée la bouteillage, vous comprenez? Donc, je crois qu'il faut aller dans le sens de la spécialisation des marchés. Il faut dire en fait que ces marchés-là ne sont rien d'autre que l'image même aussi de faute gouvernementale qui nous gouverne. Parce que c'est aussi cela. Quand le management de l'État est confus dans la tête de ceux qui dirigent le pays, on ne peut avoir que des résultats comme cela, où généralement c'était un tout dans les marchés. C'est la même chose. C'est-à-dire que une situation, un État généralement est à l'image de ceux qui les dirigent, une population éduquée au moins, elle est toujours à l'image de ceux qui dirigent. Ils voient plus loin les dirigeants, le peuple verra plus loin. Ils sont ordonnés les dirigeants, le peuple sera ordonné, c'est comme ça que ça va. Ils sont désordonnés, ils ne foutent rien des paresseux, le peuple sera comme ça. Le peuple n'est pas pourtant paresseux, il est résilient. Il est résilient parce qu'il a fini par se couper de ces dirigeants-là qui ne travaillent pas pour son bien. Le peuple s'est dit, avec ou sans eux, nous devons pouvoir faire bouillir la marmite à la maison. Et c'est ce que le peuple fait au quotidien. C'est pour cela que vous avez l'impression qu'on a beau être ceci dans la République, on prend de beaux arrêtés, on prend de beaux décrets, le peuple n'en a que cul. Il fait au quotidien ce qu'il peut pour faire bouillir la marmite, nourrir les enfants, envoyer les enfants à l'école. Parce qu'ils ont complètement démissionné du rapport qu'ils devraient avoir entre l'État et ceux qui dirigent, et les populations. Donc je voudrais dire que, regardez par exemple le secret d'une ville, parce que moi j'ai travaillé dans le Septentrion, les gens ne savent pas une chose. La ville de Garoua est la ville la plus propre du Cameroun. C'est ce que les gens ne savent pas. Pourtant il y a des marchés. Et c'est une ville très spéciale. Il faut faire toute attention. Vous arrivez dans la ville de Garoua, vous trouverez difficilement un bout de papier, un bout de plastique, ainsi de suite. Parce que les habitants sont formatés à la propreté. Ils sont formatés à la citoyenneté. Et les autorités qui arrivent et qui se succèdent là n'ont pas besoin de faire de grands efforts pour pouvoir sensibiliser les populations parce que ça rentre dans les gènes. Vous comprenez? C'est la même chose qu'il faut partout ailleurs. Il n'y a pas de secret pour diriger, monsieur Outou. Parce que les élites ont voulu nous faire comprendre que diriger au Cameroun est très complexe, au point où il faut aller chercher des compétences en masse pour diriger. Je dis souvent que même un fou pour diriger au Cameroun. Parce qu'en fait, si on se succède à la tête du Cameroun tous les 5 ans ou tous les 10 ans, chaque fou qui passe, considérons que ce ne sont que les fous. À force de changer une ou deux choses, on finira par changer toute la République. Et comme je dis souvent, par exemple, aux étudiants que j'ai toujours l'honneur de suivre, je leur dis souvent, je leur pose souvent une colle. Hein? Qu'est-ce qui vient après le changement? Qu'est-ce qui change après le changement? Beaucoup de gens n'arrivent pas toujours à répondre. Mais en fait, la seule chose qui change après le changement, c'est le changement. Parce qu'en fait, le changement est une donnée perpétuelle, est une donnée permanente. On n'arrête jamais de changer. Si vous arrêtez de changer, c'est-à-dire même sur le directoire, même au niveau du directoire d'un pays, tout se sclérose, tout se neutralise, tout s'anesthésie, le pays s'arrête. C'est la même chose. Parce que dès que l'ascenseur social est arrêté, le changement a cessé d'évoluer, tout s'arrête et on arrive à ce qu'on assiste à l'état. Voilà. Et rapidement, on a un dernier. Rapidement, en quelques secondes, on va parler de ces jeunes-là, les nuages. Voilà, 6500 candidats qui frappent. Et il y a des cuvées qui frappent la chance à la dernière. Et voilà le problème. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la société fonctionne comment, monsieur? Aussi simple que ça, je vous l'explique. Le président Paul Biya, il sort de 84, il a un coup d'état manqué. En 83, il avait un coup d'état manqué. En août 83. En août 83. Et en 90, il se rend compte qu'il faut absolument ouvrir le monde politique avec le multipartisme, puisque François Mitterrand, à la conférence de la BOL, dit aide contre le multipartisme, contre les libertés. Vous connaissez les secousses des années 92. Il a eu fort à faire avec cette affaire-là. Mais comment faire donc pour se maintenir au pouvoir? Il faut d'abord étrangler la Constitution. C'est-à-dire que la tripartite qui voulait absolument, ce qui voulait la tripartite, la conférence nationale voulait qu'on écrète le 6.2, du moins l'article de la Constitution qui ne permettra pas au président de rester habitant maintenant au pouvoir. Mais il est leur conseil, parce qu'en fait, il voulait d'abord la paix. Il se donne donc 14 ans, c'est pour ça qu'en 2008, il va changer les choses. C'est pour ça que dans cette période-là, entre 90 et aujourd'hui, le président a compris qu'ils sont nombreux qui ont eu son poste. Et comment faire pour se maintenir puisqu'il va atteindre les objectifs politiques, c'est-à-dire rendre le Cameroun indépendant? On avait encore le vieux Bongo qui en fait jouait les traîtres entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire que tout ce que les présidents se disaient en conclave, le président Chirac, le président Mitterrand étaient au courant à l'instant. C'est-à-dire que c'était très compliqué. C'est pour ça que vous allez voir que le président de la République change la donne, par exemple, dès 2009. Quand Bongo est décédé, il prend les rênes de l'Afrique centrale. Parce qu'Obiang, même si Obiang est le président le plus vieux d'Afrique centrale, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, en 78 et 79, après avoir assassiné son ancien Grima, il n'y a que le président est resté le doyen.
Parce que du fait de notre économie, du fait de sa prégnance et du fait de son parcours. Donc il a compris parfaitement ça, comment on fait pour se maintenir au pouvoir. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les médiocres. Vous savez, quand vous êtes en famille, c'est le moins méritant qui sait que quand on lui a donné le pouvoir, il fait tout pour se maintenir au pouvoir et il tue tous ceux qui méritent. Et tous ceux qui en fait devraient être à sa place et lui ailleurs. Vous comprenez, en dessous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il a pris les moins méritants, il a mis au-dessus, écrit au-dessus des plus méritants. Ça fait désormais que, je vous ai pris l'exemple d'un ministère, c'est comme ça que ça marche. Regardez dans nos administrations, tous sont frustrés. Regardez les jeunes qui sont là, tous sont frustrés. Parce qu'en fait, on préfère garder un poste vide tant que le ministre n'a pas son neveu, son cousin, ou l'ami de sa copine, ou ainsi de suite, pour nommer un endroit. Vous allez voir les ministères, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Vous allez même voir un ministre qui arrive dans un ministère. Il trouve des sous-directeurs partout dans le ministère. Il préfère aller chercher un directeur ailleurs, qui n'a même jamais été chef de service pour nommer là, parce que c'est son parent, ou bien c'est l'ami de l'autre. D'autres même plus malins, pourquoi on ne les accuse pas de népotisme ou de favoritisme? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des échanges de services. C'est-à-dire que moi je suis ministre de ce ministère, vous êtes ministre de l'autre, vous m'envoyez vos neveux, je nomme ici, et moi je vous envoie vos neveux de l'autre côté. Et du coup on a l'impression qu'il allait chercher des gens à Mathusalem dans la neutralité, alors que c'est des échanges de services. C'est comme ça que ça marche. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils veulent absolument avoir sur leur bord des gens qui, soit ne sont pas du métier, donc ils savent que ce n'est pas leur place, ils feront toujours leur volonté. Ils ne sont pas militaires, vous comprenez? Soit alors des gens qui n'ont pas de background. J'ai été nommé, je n'ai pas de background, je n'ai pas la compétence requise, ou alors je n'ai pas fait le parcours nécessaire pour être nommé, par exemple, pour être directeur pour moins de 10 ans dans l'administration, vous comprenez? Alors si on nomme quelqu'un qui a fait 3 ans d'administration ou 4 ans, il sait qu'il n'est pas à sa place. Et on le met au-dessus des directeurs qui ont peut-être 15 ans, 20 ans dans l'administration. Comme ça marche. Il y a que la même chose. C'est-à-dire qu'il a pris. Regardez les ministres qu'on nomme. C'est des kidnappés. Des gens qui ont marché avec les babouches partout dans le pays, avec le RDPC. Du jour au lendemain, le décret arrive, il est nommé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue d'abord les gens de son village. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache que dans son village, dans son groupe, puisqu'on parlait de ces 6 ministères, il faut absolument qu'il y ait un ministre dans chaque département, dans chaque région. Donc il ne faut pas qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans sa région qui a fait l'école. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? On a fait par exemple, je vous prends un simple cas. Vous savez par exemple que M. Ekindi a souffert de cette affaire-là, Jean-Jacques. Jean-Jacques Ekindi a souffert de cette affaire-là, très aimé du président de la République. Mais on s'est rendu compte qu'un ministre s'est arrangé à ce qu'il a toujours sur le poisson éternellement. Il a été sauvé par Néo Moïse quand il est entré dans l'opposition. Néo Moïse lui a donné une place dans l'opposition pour qu'il devienne député. Mais force au système politique, on l'en a enlevé. Bon, heureusement que semble-t-il, il a renoncé à son parti. On dit qu'il est en train de s'échauffer désormais parce que le président a décidé de restaurer la justice. C'est donc pour ça que vous voyez que l'alternance ou la transition, le match de conciliabilité qui se joue actuellement autour de la succession, se joue justement entre les médiocres et les méritants. C'est-à-dire que les méritants sont en train de mettre la pression sur les médiocres qui dirigent au sommet pour que ça explose, pour qu'il y ait la lumière, pour que le président comprenne qu'en fait, l'heure est venue de pouvoir restaurer le Cameroun sur la voie de l'excellence. Le deuxième, c'est que vous devez comprendre que la succession se joue aussi dessus, c'est-à-dire le président est donc arrivé au moment où les moins méritants ont fait le job. C'est-à-dire maintenir le pouvoir jusqu'au grand soir. Vous comprenez? Le moment dont est venu, puisqu'il a mis du miel sur les mains de tous les moins méritants. Ça fait que tous ont des faux dossiers. C'est ce que j'appelle la communauté des pêcheurs. C'est-à-dire qu'il est difficile maintenant que vous nommiez un ministre au contrôle supérieur de l'État. Il va arrêter qui? Puisque lui doit se faire arrêter avant lui-même. À la fin, il tourne sur les dossiers, et personne ne sera arrêté. Vous mettiez quelqu'un, vous voyez, le président s'était arrangé. Vous mettiez quelqu'un à la CONAC. Finalement, on se dit que bon, voilà, nous sommes à la CONAC, mais on vous a parlé, par exemple, il y a 10 ans, il a fait des faux marchés, des choses qu'on falsifiait partout. Quand vous regardez d'où les gens là sortent, et oui, ça va vous dire, c'est le policier, les corrupteurs qui sont en train de faire ce genre de localité, sans des choses dans le quartier. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a au grand soir où il va donc utiliser les moins méritants, là, du moins les excellents, pour placer désormais à la tête de cette communauté des pécheurs, de moins méritants, afin de les basculer tous de côté et nous emmener les gens. C'est un peu ça, je peux expliquer comme ça en peu de mots, mais c'est une grande théorie en fait qu'il a utilisée. Il n'a pas inventé, hein, mais il a étudié parcimonieusement à travers ce que nous savons. Mais je crois que je vais sortir avec vous, monsieur Auto, pour dire que le problème aujourd'hui, c'est le problème du contrôle. Il a compris que s'il mettait le contrôle en jeu, c'est-à-dire en place, le contrôle de cette communauté de pêcheurs-là, des moins méritants-là, ça allait gripper la machine. C'est-à-dire qu'ils allaient avoir peur de voler, monsieur Auto. S'il avait mis le contrôle en main, ils allaient avoir peur de voler. Et au grand soir, ils n'allaient pas avoir des motifs pour pouvoir les embrigader. Donc c'est là que vous voyez aujourd'hui que ça fonctionne tant bien que quand, mais après le gouvernement, je crois, si jamais ce gouvernement arrive, je crois qu'on ira dans ce sens-là. Le président Aïdjo était champion du contrôle. Pour la petite histoire, je suis sorti par là dans les années 70, alors que Gaston Noir est encore directeur de l'hôtel Montfeuillet. Le président Aïdjo arrive au sommet du Montfeuillet un matin en blanc avec son garde du corps.
Et il allait trouver M. Liban Dibous, qui était justement le directeur général de la BDC, la Banque de développement, qui est en train de construire son Dieu de villa. Le monsieur ne savait pas que le pays allait arriver, il faisait le contrôle immobilier. Et il dit, voilà monsieur le président, j'étais en train de construire pour vous. Il dit, non, c'est pour beaucoup le contrôle construire la villa. Bon, comme c'est comme ça, on va reverser la villa dans le patrimoine de l'État. C'est comme ça qu'Aïdjo fonctionnait, mais le président a compris qu'il ne peut pas contrôler ces gens-là. Il préfère se retirer et laisser voler. Le moment de lui va utiliser donc les moyens les plus méritants pour mettre hors d'état de nuit ces voleurs-là et ces gens qui... Merci Valère Bertrand de Salah. 30 secondes pour sortir. Nous arrivons. Bonsoir. Vous avez suivi Valère Bessala. Valère Bessala dit que le président Biya a mis un système prenant les incompétents, mettant à la place des compétents, pour qu'à la fin, il les arrête. C'est pas ça. Le président Biya a trouvé un système. Le système est mis par la France. Je m'explique. Il ne faut pas... Vous savez, lorsqu'on veut... Tout ça là, j'ai expliqué ça dans les directs. Lorsque vous voulez comprendre, allez toujours à la base, à la source, à la création. Lorsque on crée l'État du Cameroun, le tout premier ministre du Cameroun, il a un nom. André-Marie Mbida. André-Marie Mbida est un intellectuel. Écoutez-moi, il faut me comprendre. André-Marie Mbida est un intellectuel. Lorsqu'on renverse André-Marie Mbida, on remplace André-Marie Mbida par qui? On remplace André-Marie Mbida par qui? Un certifié. Écoutez-moi bien, mes frères. Parce que si vous voulez comprendre le système là, et que vous n'allez pas à la création, vous allez être contradictoire comme ça l'a fait là. D'un coup, il dit A, d'un coup, il dit B qui s'oppose à A. Or, le président Biya a trouvé un système et il se rend donc compte que le système est fait de telle sorte que lorsque tu veux utiliser quelqu'un, tu mets à sa place un moins méritant, tu le contrôles. Il a trouvé ça. Lorsqu'on renverse un intellectuel, André-Marie Mbida, on ne le remplace par un certifié. Amadou Ahidjo, c'est pour ça qu'Amadou Ahidjo était violent. Très violent. Quand tu ajoutes à sa culture musulmane de l'école coranique, où là-bas l'école coranique est basée sur la violence, doublé avec le pouvoir administratif, c'était la terreur. C'est le même système qui continue avec le président Biya. Mais sauf que les époques diffèrent. C'est là où il y a la différence, c'est là où il y a la nuance. C'est que à l'époque du président Amadou Ahidjo, le monde est divisé en deux. D'un côté, le communisme, d'un autre côté, le capitalisme. Les soi-disant capitalistes ne voulant pas mettre leur plan à la base. C'est ce plan qui a créé toutes les religions. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est ce plan de capitalisme qui ne voulait pas le mettre en implémentation lorsqu'ils sont encore divisés en deux. Le bloc de l'Ouest et l'Est. Ils se disaient que s'ils le mettent en application, il y aura d'autres pays qui vont leur échapper. Or, eux, ils avaient pour objectif d'étendre leur filet sur toute la planète Terre. Ils décident donc de mettre ce plan en application lorsque le mur de Berlin tombe, lorsque Gorbatchev commet l'erreur.
c'est la même chose. Lorsque le président Biya, lui, il arrive, on est en train d'aller vers la fin d'un temps. Vous vous rappelez bien, lorsque Khrouchtchev décède, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'avait que les vieux présidents qui venaient, ils mouraient, ils faisaient un an, ils meuraient, l'autre venait, il fait un an, les Yuri Andropov, les Brezhnev, tout ce beau monde-là qui arrivait, il mourait, il arrivait, il mourait. Le système a donc dit, nous mettons un jeune qui va venir avoir un peu une longue durée sur le pouvoir. Or, le jeune qui arrive, s'appelle Gorbatchev, décide de faire la perestroïka, la réforme. Or, il commet une erreur de commencer la perestroïka par la République mère. Or, il devait commencer la perestroïka sur la périphérie, voir les inconvénients, ce qu'il peut retoucher et ce qu'il peut avancer avec dans la périphérie avant d'arriver dans le centre. Il commence la perestroïka au centre du nom des républiques socialistes soviétiques. Il commence par la République mère, la République de Russie. Du coup, quand tu commences par le centre, c'est fini. Le reste va exploser. Comme ça a explosé là. C'est dans ces conditions que le président Biya, lui, se retrouve au pouvoir avec le déclin d'un côté et la domination de l'autre. Au plan interne, 83, il échappe à un coup d'État. 84, il échappe à une tentative. Déjà en 82, il échappe à une première tentative au lac. En 83, il échappe à une autre tentative. En 84, on passe à l'action forte. Vous connaissez l'histoire du 6 avril. C'est dans ces conditions que le président Biya, il faut gérer le Cameroun avec ces conditions. Le système date de depuis. Et ce système, comme je vous le dis tous les jours, est personnifié par une entreprise française au Cameroun. On appelle cette entreprise Bolloré. Si tu pars chez Bolloré, les incompétents occupent tous les postes stratégiques. Les incompétents. Tu vas aller trouver directeur de ressources humaines. Tu vois sa formation, on va te dire que c'est un agronome. Tu vas aller trouver un chef comptable, on va te dire que c'est une aide comptable. Tu vas aller trouver, c'est-à-dire, vous, c'est le renversement total. Ce que je vous dis là. Et c'est ça qu'on a dans l'administration camerounaise. Or, un autre facteur joue en la défaveur du président Biya. C'est que les incompétents qui savent que nous sommes incompétents lui ont foutu une guerre de Boko Haram, lui ont foutu la crise anglophone. Jusqu'à date, le président Biya ne fait pas le gouvernement pour rien. Parce que lui seul, il a des gens qui va demander. Je vais vous prendre des exemples pour que vous compreniez. Il va dire au ministre d'État, secrétaire général à la présidence, donne-moi une liste des noms. Le secrétaire général à la présidence va lui donner les noms des gens qui sont dans le système avec lui, que lui, il parraine. Il va se tourner vers le ministre de la Justice.
va lui donner quelques noms là. Le ministre de la Justice va lui donner les gens qui sont dans le système que lui, il protège. Écoutez-moi, hein. Lorsque lui, le président Biya va prendre ces noms, il va essayer de vérifier par ses réseaux autres. Il se rend compte que ces gars sont là et ce sont ces gars qui plombent le système. Raison pour laquelle il ne fait pas le gouvernement. On attend, rien. Parce que lui, le président Biya, il nomme pas plusieurs ministres. Hein. Quand il choisit le ministre de la Défense, il choisit le secrétaire général à la présidence, il choisit le ministre de la Justice, il choisit le ministre des Finances. C'est terminé. Le reste là, il a des gens à qui il fait confiance, qui disent, toi, donne-moi les noms, il va matcher ça, il regarde. C'est pour ça que le gouvernement ne sort pas. Parce que les gars ont anesthésié le système pour lui l'empêcher de les mettre hors d'état de nuit. Parce que, comme Bessala disait, qu'ils ont des montagnes de dossiers. Tous sont mouillés. Tu prends un, tu enlèves là, tu penses que lui-même là, il est une pièce nouvelle. Non, il a un dossier sale quelque part. Parce que tout le monde dit, je vous prends un cas simple. Tout le monde crie la vie chère. Le carburant a augmenté. Mais vous remarquerez bien qu'on s'est arrangé à parler de la conséquence de la vie chère, mais on ne parle pas de la cause. Moi, je suis mécanicien. Tu ne peux pas vouloir résoudre une chose, tu peux résoudre les conséquences. Si tu veux que cette chose finisse, va chercher la cause qui crée cette conséquence. Mais remarquez bien qu'on ne parle que des conséquences. Mais la cause, c'est quoi? Pourquoi la vie est chère? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Or, la cause est là. La cause, c'est quoi? La première des choses qui concourt à ça, la vie chère, c'est que nous sommes un pays, entre guillemets, pays comptoir colonial. Écoutez-moi, on ne va pas vous dire ça. Nous avons le titre de pays, mais le vrai nom de ce qu'on appelle pays là, c'est comptoir colonial. Parce que le comptoir colonial a un seul but. Un seul. Permettre aux multinationales de s'enrichir à la puissance 1000. Via le commerce. C'est ça le comptoir colonial. Et là, le comptoir colonial doit toujours avoir un déséquilibre entre sa balance extérieure, doit toujours être déficitaire. Parce que lorsque les multinationales s'installent,
Ils n'ont pas pour rôle de développer quelque chose. Ils ont pour rôle de pomper tout le petit travail que vous faites à l'intérieur. Ils ont pour rôle de pomper ça vers l'Occident. C'est pour ça qu'ils se sont arrangés à mettre ce qu'ils ont appelé la libre transférabilité des fonds. Donc, tout ce que vous travaillez, eux, ils pompent ça. Vous n'avez plus rien. Donc, votre balance de paiement est toujours déficitaire. C'est fait comme ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le rôle d'un comptoir colonial. On ne parle pas de ça. Ça, c'est dingue. De deux, votre monnaie a perdu sa valeur. Votre monnaie a perdu sa valeur. Comme votre monnaie a perdu sa valeur, hier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque eux, ils ont des problèmes chez eux, comme vous voyez là, en Europe, ça chauffe. Oh, l'inflation, oh, l'inflation. L'Europe s'arrangeait avec la France de venir dans ces 14 pays de l'Afrique francophone, d'évaluer sa monnaie à 50%. Je vous rappelle en passant, moi, je n'aime pas faire des discours sur la base des écrits. J'adore regarder les faits. Sur la base des faits, je me prononce. En 1948, un franc CFA coûtait 2 francs français. En 1948, lorsque tu avais 1 franc CFA, tu donnais à un Français 1 franc CFA. Il avait le droit de te donner 2 francs français. Je vous parle là des faits historiques. Ce n'est pas moi. Je n'invente pas ce que je dis. En 1960, quand vous prenez de 1948 à 1960, 12 ans après, 1 franc français revenait à 50 francs CFA. Je veux que vous m'écoutez. Ce que je vous dis là, c'est le cœur de la vie chère. Mais on s'est arrangé à prendre la vraie cause, de mettre de côté. Tout le monde crie la vie est chère, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais on ne parle pas des causes. On parle des conséquences. Tu as ta voiture, tu as crevaison. Au lieu d'appeler ton mécanicien et dire à ton mécanicien, j'ai crevaison, tu appelles ton mécanicien, tu lui dis, vraiment, Théo, ta voiture là est devant, déjà, vraiment, le pare-brise est cassé. Théo va faire quoi? Mais Théo va venir chez toi avec déjà un devis d'un pare-brise. Lorsque Théo va venir chez toi, il va se rendre compte que ce n'est pas le pare-brise. Oh, Théo, lui, il a un pourcentage sur la vitre qu'il va te vendre. Il va te vendre la vitre. Parce qu'il va falloir qu'il prenne d'abord son pourcentage. Après, il va te dire qu'il y a aussi la crevaison. C'est exactement ce que le FMI fait. Lorsque tu regardes donc ça, tu dis en 1948, 1 franc CFA était l'équivalence de 2 francs français.
en 1960, 12 ans plus tard, 1 franc CFA, 1 franc français était l'équivalent de 50 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur quelle base? Je vous explique. Parce qu'à cette époque, eux, ils avaient besoin, c'est là où on a donc activé le système du comptoir colonial. C'est-à-dire pomper le travail des pauvres africains. Lorsque 1 franc français va être à 50 francs CFA, lorsque nous on va travailler notre cacao, ils viendront le prendre gratuit. Ils n'ont pas payé. En 1994, le même 1 franc français qui coûtait 50 francs est passé à 100 francs. Je veux que vous écoutiez bien ce que je suis en train de vous dire. La vie chère que vous cherchez là, qu'on crie partout. Je suis en train de vous parler des causes de la vie chère. Lorsqu'on a mis l'euro sur pied, 1 franc français qui coûtait 100 francs CFA, après la mise sur pied de l'euro, 1 franc français est passé de 100 francs à 655. Et vous avez toute une élite en Afrique qui, pour eux, puisque ça ne les touche pas, ça ne les concerne pas, eux, ils continuent par le système du comptoir colonial, continuer à vivre sur le dos des petits citoyens. C'est pour ça qu'aucune élite ne peut prendre les devants contre ce système. Aucune. Aucune. C'est pour ça que tous ceux qui ont voulu prendre les devants se sont vus assassinés, abandonnés en chemin par ses propres collaborateurs. Maintenant, si nous nous arrêtons, à l'heure actuelle où je vous parle, 1 franc CFA, c'est 695 €. Ce n'est plus 655. C'est 695 €. Lorsqu'ils ont voulu donc anticiper leurs problèmes d'aujourd'hui, Christine Lagarde est venue à Yaoundé avec M. Sapin, sachant que l'euro allait être retrouvé dans cette situation. Ils ont voulu dévaluer le franc CFA. Les pays de la zone CEMAC ont dit niet. Les fonctionnaires de la République du Cameroun sont allés en Djamena pour dévaluer le franc CFA. Ils sont allés en Djamena avec le Premier ministre, M. Philemon Yang, avec le ministre des Finances actuel, avec toute une délégation arrivée en Djamena. Ils commencent à négocier avec les délégations du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique. Les fonctionnaires camerounais ont commencé à négocier pour la validation de la dévaluation. C'est d'où vient, écoutez-moi bien, tout ce qu'on vous raconte là. C'est ça d'où vient la mort d'Idriss Déby. Parce que la délégation tchadienne dit que mais non, ce n'est pas la tchadienne, nous on n'a pas cette consigne du président. Nous on n'a pas cette consigne du président. En tout cas, pour que nous on valide ça, nous on va d'abord voir le président. C'est comme ça que la délégation tchadienne va rencontrer Idriss Déby.
que voici un dossier que les Camerounais apportent que Biya a demandé qu'on dévalue. Quoi? Déby est obligé de dire que pour que le dossier passe, il faudra d'abord poser de vivre voir avec M. Biya. Il appelle son homologue président Biya. Le président Biya lui dit que moi, on m'a dit, on vient en N'Djamena pour évaluer les procédures, les mesures d'austérité prises au Cameroun. C'est comme ça que Déby informe le Congolais, Sassou Nguesso. Il informe le Guinéen, Obiangema. Les deux appellent pour la deuxième fois M. Biya pour être sûr. C'est comme ça que la dévaluation échoue en N'Djamena. Résultat de course, il a été assassiné. Je continue de dire, le président Biya a une seule solution. S'il ne le fait pas, la première des choses que ces enfants-là vont faire, la première des choses que ces enfants-là vont faire quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont s'attaquer à sa famille directement. Écoutez-moi. Je vous dis, ils vont s'attaquer à sa famille direct. Soit en les exilant tous. C'est pour ça que je ne fais que crier sur la toile. Si il ne fait pas ça, ses enfants, lui-même va voir. Je lui ai proposé qu'il reste au pouvoir. Il meurt, mais il crée un poste de vice-président. Parce que ce que je dis là, tout le petit peuple camerounais qui le soutient savent que le système a été mis en route. Tout le petit peuple connaît. Comme nous on explique le système là, tout le monde comprend déjà le système. Que les gens volent, ils mettent le président Biya comme l'épouvantail sur haute instruction du président de la République. Il ment sur le nom du président Biya. Comme il sait que le président Biya ne peut pas venir à la télévision dire que je n'ai pas dit ça. Il ment. Pour que vous voyez exactement le mensonge, je vous mets une vidéo. Il sait qu'il ment. Mais il le dit à la télévision. Parce que le président Biya ne viendra pas dire que non, je n'ai pas dit ça. C'est donc sur ça que tous ces gars jouent. J'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Chaque fois que nous avons remporté un... J'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Mon frère. Il s'assoit à la télévision, il ment.
il manque donc du président de la République. Mais quelques semaines plus tard, lui encore vient nous dire que sur haute instruction du président de la République, tel est nommé entraîneur, tel est nommé entraîneur, tel est nommé entraîneur adjoint, tel est nommé machin, tel est nommé machin. Donc vous comprenez comment ces enfants, les enfants du président Biya fonctionnent. Or, regardez bien à l'heure actuelle, il faut savoir lire les titres des journaux et savoir de qui sont contents. Monsieur Macron ne vient pas au Cameroun pour autre chose. Monsieur Macron vient au Cameroun pour chercher à imposer à monsieur Biya un candidat, un des deux camps, des trois camps qui s'affrontent au Cameroun. C'est ça qu'il vient faire. Et lisez les titres des journaux. Il y a des titres des journaux qui sont dans l'enjaillement. C'est-à-dire, l'arrivée de M. Macron, c'est comme une délivrance pour eux. Ils sont contents. Ils sont contents. Tu vois les gros titres. Il arrive. Tu ressens dans le titre la joie du camp. Tu as donc les journaux nationalistes. Quand tu lis un titre d'un journal dont le directeur de publication c'est un nationaliste, vous voyez bien que le titre pose sur la table les vraies questions qui veulent que Macron touche. Oh, Macron ne vient pas pour ça. Macron vient parce que ils ont attendu que M. Biya décède. M. Biya ne décède pas. Il ne meurt pas. À chaque fois que l'entourage du président Biya appelle l'ambassadeur de France, oh, aujourd'hui il est tombé 17 fois. Ça ne va même plus. Il est même sur respiratoire artificiel. Ça ne va plus. Monsieur l'ambassadeur, venez voir, vous me confirmez. Il est mort. L'ambassadeur de France envoie un coup de qui veut être reçu par le président Biya. Il arrive, il trouve le sorcier de Voumeka. Il sort comme une petite tisse. Salut, monsieur l'ambassadeur, comment vous allez? Monsieur l'ambassadeur dit que, mais quelle est cette histoire? Quand il sort, il rentre sur lui, on appelle encore monsieur l'ambassadeur, mais quand vous avez fini là, il est tombé, il est couché, il ne parle même plus. Monsieur l'ambassadeur de France dit que, mais quelle est cette histoire? Quand moi je suis là, je le trouve, celui qui m'accompagne même à l'ascenseur. Mais quand moi je pars, vous m'appelez, vous me dites qu'il ne parle plus, il est dans le coma. Il repousse ce chemin pour aller encore étudier. On lui dit que monsieur, on ne vient pas voir le président comme ça, va refaire la demande. C'est tout ça que M. Macron vient pour résoudre. Il ne vient pas rien que pour ça. Il vient aussi parce que lui-même, il est en difficulté en France. Il est en difficulté en France. Vous avez bien vu qu'il n'est plus Jupiter. Au départ, il était Jupiter. Jupiter, c'est fini. Tout ce qu'il essaye de faire, passer à l'Assemblée, on bloque. Vous comprenez donc que la République en marche, les Républicains, le Rassemblement national et le MODEM et Horizon 2 et Horizon de monsieur qui là, le premier ministre français là, ont tous bloqué la loi portant à changer, à augmenter le SMIC français. En d'autres termes, ça signifie que Marine Le Pen n'est pas contre Macron. Marine Le Pen joue son rôle que lui avait acquis, que les Jacques Attali et François Mitterrand l'ont attribué. Faire monter la droite extrême pour neutraliser le peuple français entre gauche et droite. Et en même temps, on va faire la jonction entre la droite républicaine et la droite extrême. C'est ça qu'on vit en France. C'est pour ça que
vous devez retenir une chose. Ça là, ne perdez jamais ça de vue. C'est pour ça que moi j'éduque mes enfants à avoir cette manière de voir la vie. La paix, l'amour, la sincérité, la loyauté n'a pas besoin de la religion. Je veux que vous éduquiez vos enfants. Éduquez vos enfants. Dites à vos enfants que l'amour, la paix, la loyauté, la sincérité, ça n'a pas besoin d'une religion. Parce que toi, qui me regarde là, si tu oublies que ce qui crée les guerres, les drames, les morts, c'est la religion. Je te parle de ce que tu vois tous les jours en Palestine. Ils meurent tous les jours. Pourtant, ils parlent de Dieu. C'est le piège où on nous a mis. Et ce piège, il est difficile que tu comprennes ce piège. Mon père me dit un jour, lorsque je prends mes vacances, je m'en vais à Bafia, il me dit, parce que mon père, lorsqu'il prend sa retraite, comme il adorait les mathématiques, son truc favori, c'est rassembler les livres, il dépose là, tous les livres de mathématiques, il dépose là, calcul, J, Orion, tout ça, il met là. Il travaille. Il me dit, l'erreur de ce système qu'on a appelé la République, l'erreur de ce système, le piège de ce système, c'est que lorsqu'on te dit que tu as pris, tu prends ta retraite, pour toi, la vie s'arrête lorsque tu prends la retraite. Ça, c'est une parenthèse dans le direct. Toi, en tant qu'être humain, tu désactives ton cerveau. Disant que tu pars en retraite. Or, aller en retraite ne veut pas dire que la vie s'arrête. C'est pour ça que je te donne le conseil. Aie des projets. À 50 ans, tu as un projet. À 60 ans, tu as un projet. À 70 ans, tu as un projet. À 75 ans, tu as un projet. À 80 ans, tu as un projet. À 90 ans, tu as un projet. Ce sont ces projets qui vont continuer à stimuler ton cerveau et créer l'environnement qui va te permettre de continuer à être actif. C'est pour ça que lorsque tu pars en Chine, il y a des provinces là-bas où tout le monde est vieux. Mais tout le monde va au champ. Parce qu'ils savent qu'ils doivent continuer à vivre. Or, on nous a bâti un système qui dit, tu entends dans le langage de tous les Africains, ah, je prends ma retraite, c'est fini, on va rester au village, je ne fais plus rien. C'est faux, mon cher ami. Et revenons donc dans le direct, dans le sujet. Vous remarquerez une chose qui est que lorsque tous ces fonctionnaires qui sont au Cameroun menacent le président Biya, tout en suppliant Macron de venir au Cameroun pour voir, à l'heure où je vous parle, il y a des hommes et des femmes qui dorment carrément chez l'ambassadeur de France parce qu'il veut être reçu par Macron. Non, Macron ne vient pas pour le gaz et le pétrole. Archi faux.
Parce qu'il y a une réalité dans le secteur du pétrole et du gaz. Les contrats, c'est le contrat à long terme. Et celui qui prend le gaz du Cameroun a un nom, c'est connu officiel. C'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans. C'est le contrat à long terme. Celui-là s'appelle Gazprom. C'est Gazprom qui prend le gaz du Cameroun. Gazprom qui prend le gaz du Cameroun. Donc c'est pas parce que Macron va venir là que ça va changer. Maintenant, le président Biya, lorsque le président Biya est donc entouré de ces incompétents qui appliquent à la lettre les décisions prises au Quai d'Orsay, les appliquent, ils ne savent pas que le Quai d'Orsay ne peut que leur demander de faire X et de faire Y pour eux les mettre en difficulté. Lorsqu'ils posent l'acte, ils pensent qu'ils mettent le président Biya en difficulté. Le président Biya, comme à son accoutumé, il laisse les mêmes gens qui ont commis le désordre lorsqu'il brûlait Sonara. Il pourrait que le président Biya allait mourir. Le président Biya connaissait bien que neutraliser Sonara, ce sont ces mêmes gens qui vont souffrir aujourd'hui. Les gens s'alignent au Cameroun, du jamais vu depuis l'indépendance. Les gens s'alignent dans les stations avec les bidons pour chercher l'essence. Au même moment, les mêmes personnes qui ont bloqué, qui ont brûlé la Sonara, eux cherchent à consommer avec leurs bons de carburant chez Tradex. Une fois de plus, c'est pour ça que je vous dis, vous tous là, l'hypocrisie, c'est dans l'organisation du monde occidental. En Afrique, chez nous, lorsqu'on organisait une société, c'était sur la base des valeurs claires et nettes. Et la punition était connue d'avance. Tu fais ça, voici la sanction. Tu fais ça, voici la sanction. Et la sanction tournait toujours à l'extrême. C'est 1 mètre sous la terre. Tu vas dans la plantation de ton frère, ton cousin, tu récoltes ce que lui, il a semé avant lui. Ton cousin t'amène à la chefferie, t'accusant d'avoir récolté l'effort de son travail. Chez les Bafia, on sort la tortue. On dit chacun doit parler devant la tortue. Moi, le propriétaire de la plantation, du champ. Moi, je m'appelle tel. J'ai travaillé de telle date à telle date. Lors de la récolte arrive, je trouve que ma plantation a été récoltée. Après vérification, je trouve que c'est mon cousin tel qui a récolté dans ma plantation. Si je manque ce que je dis là, la tortue sait mon sort, le sort qui m'est réservé. Papa, comme tu parles là, tu quittes, tu t'assois. Celui qu'on a accusé se lève. Je m'appelle tel. Je ne reconnais pas avoir récolté dans la plantation, dans le champ de mon frère. Si j'ai récolté si j'ai pris dans le champ de mon frère, la tortue connaît mon sort. Papa, ne crois pas que comme tu as parlé là, c'est un jeu. Si tu as pris dans sa plantation et que peut-être tu n'étais même pas le seul, papa,
C'est 1 mètre sous la terre, on fait le deuil, on tape le tam-tam. C'est 7 jours. Tu entends, il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. On dit, ah oui, il est mort. La vie continue. Regardez l'hypocrisie occidentale. Seigneur, j'ai péché. Pardonne mes péchés. Tu viens d'assassiner quelqu'un. Tu viens de tuer quelqu'un. Tu pars à l'église, dans une religion créée par l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Il a créé ce monde avec tout ce que vous voyez. L'humain créa la religion pour diviser, massacrer, tuer, assassiner, empoisonner. Et c'est ça qu'on vit. Tu viens de tuer quelqu'un. Tu entres dans une église. Tu t'assois dans une petite maisonnette. Tu dis, mon père, j'ai péché. Confesse-toi. Mon père, j'ai empoisonné tel. Oui, tu racontes la scène. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous tes péchés te sont pardonnés. Hé! Hey! Quels péchés te sont pardonnés? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est comme ça que les sorciers se sont donc installés dans les églises. Ils te tuent, ils viennent à l'église. Ils te tuent, ils viennent à l'église. Or, dans le temps ancien, je le dis tous les jours ici, le modèle africain, la prison ne coûtait pas à la communauté. La prison coûtait à la famille de celui qui est en prison. Le modèle occidental, la prison est devenue le business. On passe même les lois pour que les gens aillent beaucoup en prison. Pour que ceux qui détiennent les prisons aient de l'argent. En Afrique, antiquité là, à l'heure où je vous parle, chez moi là-bas à Bafia, les gens sont en prison. Ils coûtent à sa famille. Ils ne coûtent rien à la société. Lorsqu'on te met en prison chez nous à Bafia, tu ne sors pas le jour. Personne ne doit te voir. Tu restes dans ta maison enfermé. On te nourrit là-bas comme le cochon d'Inde. Et lorsque tu sors de cette prison, tu ne pourras plus vivre longtemps. C'est ce modèle que la soi-disant élite refuse. Ils trouvent que le modèle occidental est bien. C'est pour ça que nous, les peuples africains, on est sans constance. On n'a pas de profondeur. Parce qu'on continue à penser qu'il y a quelqu'un qui viendra nous sauver. Un gars se lève le matin. Il ne sait pas que il doit travailler pour manger. Il se lève le matin, il part à l'église. Il part prier Dieu. Pour que Dieu lui donne à manger. Je vous répète, je l'ai déjà dit, mais la répétition est d'ordre pédagogique. Tous ceux qui prient en langue française, tous ceux qui prient en anglais, ce que vous priez là, vous ne connaissez pas.
prie dans ta langue. Tu es Bafia, prie en Bafia. Tu es Ewondo, prie en Ewondo. Appelle la divinité que tes ancêtres connaissent. Appelle par son nom. Ne viens pas dire Jésus Christus. Parce que tes ancêtres ne connaissaient pas Jésus Christus. J'ai terminé avec ce sujet. Je vous prends un autre sujet en vous mettant toujours une vidéo. Lorsque nous on parle, on continue de nous dire que non, il ne fallait pas faire comme ça. Mais les faits sont têtus. Lorsque tu vois les faits, tu ne peux que dire, j'avais averti. Je vous avais averti. Je vais vous expliquer pourquoi les États-Unis d'Amérique se sont lancés dans la fabrication des armes tout azimut. Je vous donne la raison aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique se lancent dans la fabrication des armes tout azimut. Il y a une seule raison. Parce qu'ils se sont rendus les maîtres de la création monétaire fractionnaire. Écoutez-moi mes chers frères. La création monétaire qu'on appelle la création monétaire fractionnaire, qu'on appelle encore la monnaie fiduciaire. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la monnaie fiduciaire, on peut acheter tout le monde. C'est avec ça qu'ils ont acheté l'Europe, avec ce qu'ils avaient appelé le plan Marshall. Parce que la loi américaine dit, lorsque tu pars à la banque, déposer ton argent pour qu'un banquier garde. Je pars à la banque, je dépose 10 000 $. Mais 10 000 $ que j'ai donné à la banque, le banquier, lui, veut se faire de l'argent. Son rôle, c'est de gagner les intérêts. Il prend mes 10 000 $, il enlève 10%, donc il enlève 1 000 $, il met de côté. C'est ce que la loi aux États-Unis dit. Il reste 9 000 $. Une autre personne vient prêter l'argent. Il prend les 9 000 $. Il prête à la personne. Il enlève encore 10%. Il donne à la personne. Mais sauf que ce n'est qu'un chiffre qu'il écrit sur son ordinateur. C'est un chiffre. L'argent qu'il est en train de créer là, ça n'est basé sur rien. Oh, les États-Unis, pour maintenir ce système, on dit il faut avoir les armes. Il faut avoir les armes. Toi qui vas vouloir remettre ça en cause, on te fait la guerre. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre de la Libye, la guerre de la Syrie, la guerre Iran-Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre la guerre de Timor oriental, la guerre de Cuba, la guerre de Bosnie-Herzégovine, la guerre de Yougoslavie, la guerre du Congo. Tout ça. Voilà la raison. Personne ne doit remettre en cause la création monétaire fractionnaire. Mais sauf que
Les Asiatiques en ont marre. L'Asie en a marre. Nous ne sommes plus d'accord. Je te donne les biens et services. Donne-moi aussi un bien et service. Ou tu me donnes l'or. Or, l'Asie ne peut pas le faire s'ils n'ont pas d'armes. Les Chinois se sont donc lancés dans la fabrication des armes sophistiquées, des armes hypersoniques, qui détruisent les porte-avions. Le feu sort seulement. Le résultat de course, tous les porte-avions américains qui tournaient là, dans la mer de Chine, près de Taïwan, étaient obligés de se retirer loin de porter des missiles chinois. Les missiles balistiques chinois. La Chine a répliqué avec les missiles hypersoniques. Écoutez bien ce que je vous dis là. Lorsqu'ils se sont rendus compte que la Chine s'est préparée à cette histoire, c'est comme ça qu'ils ont donc dit, allons encore attaquer les Russes. D'où la guerre d'Ukraine. Ils ont transformé le peuple ukrainien en chair à canon. Le pauvre peuple russe, le pauvre peuple ukrainien. Pensant refaire ce qu'ils ont fait en 1990, après la chute du mur de Berlin. Or, les Russes qui connaissent bien la mentalité de l'Occident, que c'est un voleur à la base, se sont bien préparés. Ils savaient bien se sont préparés, le feu sort. Lorsqu'ils ne peuvent pas voler, vous voler à la base, c'est à ce moment-là qu'ils viennent te dire, on va acheter. Joe Biden est parti en Arabie Saoudite. Il insultait le roi, le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Il ne connaissait pas qu'il devait avoir besoin de Mohamed Ben Salman. Il est rentré bredouille. Parce qu'il faut que les pétrodollars continuent à faire la même chose que fait le franc CFA à tout le monde entier. Ben Salman a dit, hier, j'étais un vaurien, un dictateur. Aujourd'hui, tu as besoin de moi. Après, quand tu n'auras plus besoin de moi, tu vas te retourner contre moi. Moi, j'ai retenu la leçon de Kadhafi. Or, lorsque les gars, comme il est rentré là, je continue de vous dire, parce que ceux qui ont, écoutez-moi, je vous exhorte, vous tous, de commander un livre. Ça va vous aider à comprendre beaucoup ce monde. Le livre là s'appelle Archives du mondialisme, écrit par Pierre Hillard. Le livre a environ 800 pages.
je vous exhorte, prenez ce livre, achetez ce livre. Ça va vous faire comprendre comment ces gens qui gouvernent le monde ont mis sur pied toutes les institutions que vous appréciez. ONU, UNESCO, quoi encore, l'OPNU, le machin, la Banque mondiale, la Société financière internationale, le Fonds monétaire international. Il s'est expliqué dedans, point par point, point par point, point par point. Et ce monsieur explique. Un certain anglais, monsieur, j'ai lu à moitié, je n'ai pas encore fini. Un certain monsieur Cole a laissé un manuscrit à un éditeur avec pour mission, si je meurs, tu publies. Achetez ce livre. Vous allez rester comme ça et dire merde. Parce que le système, comme je vous ai dit l'autre jour, en bas, c'est le peuple. Il est contrôlé par la police, la gendarmerie, l'armée. En haut de la gendarmerie, la police et l'armée, tu as l'administration. Après ça, tu montes au stade supérieur. Tu as les multinationales qui, eux, commandent les États. N'oubliez jamais que les États ont été mis sur pied par les multinationales. L'État n'est qu'une couverture. C'est pour ça que si vous oubliez un seul instant que ce sont les multinationales qui sont à la base de la colonisation, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pour ça que les multinationales sont en train, lorsqu'ils ont pris le pouvoir à New York, à Washington, ils ont pris le pouvoir à Washington lorsqu'un président américain nommé Bill Clinton était au pouvoir. C'est là où la première personne qui donne le pouvoir au monde de la finance, mais pas tout le pouvoir. Il s'appelait monsieur Woodrow Wilson, le président américain qui a demandé que si je meurs, écrivez sur ma tombe, j'ai vendu mon pays aux financiers. Il s'appelait Woodrow Wilson. Vous partez là-bas aux États-Unis, sa tombe, c'est écrit, j'ai vendu mon pays aux banquiers. Celui qui est donc venu finaliser cette vente complète, c'est Bill Clinton. C'est pour ça que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils sont allés à l'ONU. Créer un autre truc qu'ils ont appelé United People Organization. C'est là où on a donc remis tout le pouvoir à George Soros de créer son empire d'ONG qu'on appelle Open Society pour déstabiliser tous les pays. C'est de ça qu'il est question. Tous ceux qui connaissent les États-Unis d'Amérique vont te parler de la ville de Détroit, le cœur de l'industrie automobile américaine. Aujourd'hui, allez à Détroit. Tous ceux qui connaissent la ville de Baltimore aux États-Unis d'Amérique, là à New York, allez là-bas regarder. Je peux vous citer comme ça. Parce que les fondateurs des États-Unis d'Amérique avaient pour projet
de s'enrichir et d'abandonner les États-Unis d'Amérique divisés en morceaux vendus à la Chine. C'est un autre clan des nationalistes, des anciens généraux qui se sont opposés à ces financiers, sont allés chercher Donald Trump. Pour sauver les États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent plus faire une guerre comme vous le voyez là. C'est un géant au pied d'agile. Parce qu'à l'intérieur, ils sont en train de faire une guerre de tranchées. C'est de ça qu'il est question là où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle. Ne croyez pas qu'ils ont fui l'Afghanistan pour rien. Parce qu'à l'intérieur, ça chauffe. Ces deux camps que je vous explique là, ça chauffe. Or, tous ces gens, tous ces fondateurs ont déplacé leur richesse, aller déposer en Chine. Ils n'ont plus besoin des États-Unis d'Amérique. Ils ne veulent plus ça en tant qu'État superpuissance. C'est pour ça qu'ils ont démantelé les États-Unis d'Amérique. Je dis bien démantelé tout son tissu industriel qu'ils avaient. Ça a été fait sciemment pour affaiblir les États-Unis d'Amérique. Pour devenir une coquille vide. Tout ce qui les intéresse, c'est se faire de l'argent au maximum. Leurs descendants sont tous en Suisse. Ce que je vous dis là. C'est le cœur de la guerre en Ukraine. Or, la Russie et la Chine disent que nous ne voulons pas le déclin des États-Unis d'Amérique. Nous voulons que les États-Unis d'Amérique continuent de vivre en tant qu'État-nation. Tout ce que vous voyez là, ce sont ces gens qui ont mis Joe Biden, qui devient président, en manipulant les élections. Ne vous leurrez pas. Tout ce qui est numérique concourt au contrôle de l'être humain. Lorsque le numérique va gagner tout le monde entier, tu ne pourras plus acheter lorsque tu es condamné. Tu ne pourras plus rien acheter. Parce que tout l'argent sera numérique. Il suffit d'un seul clic d'un ordinateur. Tu ne pourras plus traverser une porte. La simple porte. Tu ne pourras plus. Lorsque tu es en prison, les prisons vont être abandonnées. Il suffit juste qu'on te mette en prison chez toi par le numérique. On n'a plus besoin de tout ça. C'est pour ça qu'on a voulu que les GAFAM contrôlent le monde. Or, les GAFAM chinois sont venus avec le higher level. C'est ça que Donald Trump disait là avec Huawei. Pour gagner un peu de temps. Le complexe industriel militaire américain, il est en lambeaux. Je dis bien en lambeaux. Incapable de faire un test
de missiles hypersoniques. Ils sont déjà à 7 tentatives. Ça échoue. Parce que ils ont abandonné le projet était de démanteler les États-Unis d'Amérique. Mes frères, lorsque nous voyons ça, et on voit comment les gens au Cameroun s'amusent parce qu'ils pensent qu'ils ont un État. Mais ils rêvent. Ils n'ont pas d'État, ils ont un con. Observez comment tous les hommes d'affaires sont en train de faire des tirs groupés sur M. Biya. Kawamba l'autre jour, au Rwanda, va saboter sa république néo-comptoir coloniale. Il n'y a aucun homme d'affaires qui est pour le président Biya. Tous disaient il est vieux, il doit partir. Et ils font tout pour qu'il parte. Parce que lorsqu'il va partir, ils vont tout faire pour l'exiler. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai dit au président, et je réitère ça. Première des choses, Excellence, Monsieur le Président, nommez quelqu'un qui n'est pas dans l'administration. Vous allez voir de vos propres yeux. Le drame en Afrique, c'est qu'on a dit aux gens, il y a une catégorie de personnes qui, eux, doivent manger. Une autre catégorie de personnes qui est faite pour travailler la nourriture que la catégorie A doit manger. Mes chers frères et sœurs, au Canada, le gouvernement canadien te donne la voiture de fonction. La voiture de fonction te sert de lundi à vendredi. Le week-end, tu prends ta propre voiture que tu as acheté avec ton argent. C'est ça que tu te balades avec. Le premier ministre du Canada est allé en visite officielle en Inde. Là-bas en Inde, il a acheté l'habit des Indiens que le premier ministre indien aime souvent porter là, qui portent leur petit gant boubou qui arrive souvent au mollet là. Il a acheté ça 2. Papa, quand le gars là est rentré ici, on dit donc il profite du fait qu'il part en visite officielle avec l'argent des gens. Il part acheter les habits là-bas. Papa, ça a failli le renverser. Il a remboursé l'argent. Il sautait. On dit que prends tes vacances. Va en Inde. Achète-toi tous les habits là-bas que tu veux. N'attends pas que quand tu pars en visite officielle avec l'argent du contribuable, tu pars acheter tes propres habits. Le week-end, il est premier ministre, il prend la voiture, sa propre voiture. Le week-end. Si alors qu'il prend ses vacances, alors grave. Au Cameroun, un fonctionnaire sous-directeur d'administration roule avec une voiture de 80 millions. Mais on continue de dire que la balance commerciale est déficitaire. On parle de la balance commerciale
on laisse, comme je vous ai dit, on laisse la cause. Qu'est-ce qui crée la balance commerciale? D'un côté, les gens qui font le bail à Amsterdam. De l'autre côté, les fonctionnaires qui portent veste et cravate et roulent en véhicule VX 80 millions. Donc voilà deux clans, deux catégories de personnes qui utilisent l'argent du petit peuple pour créer un déficit sur la balance commerciale. Aujourd'hui, les gens marchent, ils cherchent le carburant. Excellence, Monsieur le Président, je ne peux pas traiter tous les sujets aujourd'hui. Je continue de dire aux Camerounais, vous n'avez pas de pays. Vous avez un comptoir colonial. C'est pour ça qu'un secrétaire général à la présidence va venir inaugurer un centre commercial. Ça ne se verra jamais ici. Parce que le centre commercial est là juste pour une seule chose. Comme la France nous donne le papier franc CFA, quand c'est déjà beaucoup, on dit à la France, reprends ton papier, donne-nous nos devises. La France dit non, je ne peux pas vous donner les devises, je vous donne le centre commercial. Au lieu que c'est la France qui nous donne les devises, la France vient installer un comptoir, un centre commercial pour récupérer les devises qu'il devait nous donner. Et remarquez une chose, depuis que les centres commerciaux français sont en train de s'installer au Cameroun à vitesse grand V, il y a une réalité qui se pose, c'est que au fur et à mesure que les années passent, il y a la rareté de l'argent. L'argent commence à se faire rare. Ce n'est pas rien. C'est la conséquence de l'installation des multinationales de grande distribution. Parce que tous les jours, ils envoient l'argent en France. Ils n'envoient pas le franc CFA. Ils envoient les devises. On ne peut plus donc acheter le pétrole à Amsterdam. On ne peut plus raffiner notre pétrole. Mes frères, quand je reste comme ça là, j'entends les discours des hommes politiques au Cameroun. Non, l'ONU, les Nations Unies ont dit qu'il faut tel nombre de fonctionnaires pour une population de... Mon cher ami, c'est une escroquerie. Tout fonctionnaire camerounais devait avoir... Il faut mettre sur pied une loi qui dit que tout fonctionnaire camerounais a l'obligation de créer une plantation de cacaoyers ou de caféiers pour être en même temps consommateur de devises et producteur de devises. Parce que c'est eux qui mangent tout l'argent. Il faut modifier la loi. Lorsque le budget n'est pas consommé une année A et que l'argent est entré, il faut rapporter ce budget sur l'année qui va suivre. Parce que, mes chers frères et sœurs, on voit au Cameroun les ministres qui refusent de mettre en application les projets. Il attend la fin d'année pour lancer une série de colloques, conférences, réunions ministérielles, comités ministériels, comités interministériels, comités ministériels. De octobre à novembre, il y aura des comités ministériels, comités interministériels, colloques, ceci. Tout ça, c'est pour pomper l'argent. Des paresseux, des voleurs,
un fonctionnaire ne crée rien, il ne produit rien. C'est un consommateur. Lorsque moi je parle à un fonctionnaire, je sais que c'est un consommateur. Il ne produit rien. Au contraire, il met en mal les caisses du comptoir colonial parce qu'il vole. Bonne soirée. Il faut souvent partager le direct. Moi, je n'ai pas. Tout ce que vous voyez là, au Cameroun là. Moi, je fais que seulement me répéter. Hein. Tout ça là. On a dit ça dans le direct. Quand je suis baissé à la parler, je ris seulement. Quand il parlait des incompétents, j'ai fait un direct ici là sur les incompétents et les compétents. Les incompétents sont solidaires. Il n'y a pas un corps de métier qui est solidaire dépasser les incompétents. Je vais vous parler encore des avocats demain. Le barreau national camerounais. Je vous avais dit depuis, ça appartient à 3 régions. Centre, ouest, nord-ouest, sud-ouest. C'est juste un trompe-l'œil qu'on peut mettre une personne du centre, qu'on s'arrange à contrôler bien. Le barreau camerounais appartient à 3 régions. Ouest, nord-ouest, sud-ouest. C'est pour ça que j'ai dit, et je répète, si vous n'explosez pas, mais moi je ne suis pas avocat. Moi je ne suis pas avocat. Mais je vais revenir sur ça. Comment quelqu'un peut se lever et dire que moi mon métier c'est administrateur civil? Bébé Zamba. C'est un métier administrateur civil. C'est-à-dire, parfois je reste comme ça, je dis que mais ça c'est, on a renversé le cerveau de ces gens. Monsieur, quel est votre métier? Quand je suis les nominations à la radio, je dis que mais on a vraiment touché le fond. Et le défi des pays comptoirs coloniaux africains là, pour être nommé sous-préfet, il faut être ingénieur sous-préfet, ingénieur de pont et de chaussée, sous-préfet de médecin, sous-préfet de architecte, sous-préfet de expert comptable, sous-préfet de. Mais mon cher ami, on te lit à la radio. Monsieur X est nommé sous-préfet de l'arrondissement X. Administrateur civil principal. Donc son travail c'est administrateur civil. Seigneur Jésus. Ça c'est la sorcellerie. Parfois je vais dire que oui papa, on nous a fait ça dur. Un gars est content qu'on dise qu'il est administrateur civil. C'est son métier. Il est administrateur civil. C'est son métier. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait casque colonial. Chaque génération a son idéal. À l'époque de nos parents, lorsque un papa arrivait à porter le casque colonial, le casque blanc, avec la petite culotte et les bas blancs, lorsque le papa l'a porté ça, il arrivait au village avec son casque colonial blanc. Mais il a atteint le Graal. Aujourd'hui, atteindre le Graal, c'est avoir le titre d'administrateur civil. Papa,
on préfère ne pas créer les métiers. On continue de nous mettre les lycées. Ouais, papa. Bonne soirée. Faut revenir sur ça. Parce que c'est inadmissible. C'est dit bien, c'est inadmissible. Mais c'est pour ça que le pays est bloqué. Le fonctionnaire. Je suis fier d'une chose. J'ai vu comment les footballeurs se sont réunis pour récupérer le football entre les mains des fonctionnaires. Je suis fier des footballeurs camerounais. Tous les footballeurs camerounais se sont réunis. Ils ont récupéré le football entre les mains des fonctionnaires. Je vous exhorte, les footballeurs camerounais, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, ces fonctionnaires malhonnêtes, bandits. Ne les faites jamais confiance. Ce sont ces gens qui ont détruit le football au Cameroun. La CAN qui s'est jouée au Maroc et la CAN qui est en train de se jouer là et la Coupe du Monde féminine qui est en train de se jouer, la Coupe du Monde militaire qui se joue là. Papa, les fonctionnaires allaient dans la délégation comme ça. Comme ça. Et quand ils vont comme ça dans les délégations là, c'est eux qui mangent l'argent. Hein. Les joueuses n'ont rien. C'est eux qui se donnent les primes. Ça a toujours été comme ça. Je vous exhorte, le football là, c'est vous. Je vous félicite. J'ai vu un monsieur pleurer à la télévision nommé Serge Pensi. Il pleurait à chaudes larmes. Parce que lui, il a pour métier consultant. Voilà encore l'autre. J'ai vu Serge Pensi pleurer à la télévision. Eto'o est pauvre. Il n'a pas l'argent. Qu'est-ce que la pauvreté a à y voir? Eto'o ne voyage pas, il voyage. Tout ce que moi je peux dire à mon jeune frère Samuel Eto'o, ne les réponds pas. Papa, ne les réponds pas. Mais j'ai juste une doléance à te faire. S'il te plaît, permets à Tokoto Jean-Pierre de venir voir la Coupe du Monde au Qatar en direct. Si tu peux l'inviter, Tokoto Jean-Pierre, pour qu'il vienne voir la Coupe du Monde au Qatar. Président, c'est la seule doléance que je peux. Non, moi je parle de Serge Pensi. Il y a une différence entre Serge Pensi et l'autre Pensi qui est avocat. Il pleurait à chaudes larmes, Serge Pensi. Est-ce que nous, on lui a demandé si Eto'o a l'argent ou pas? Nous, on connaît une seule chose, que Eto'o continue d'envoyer, de nourrir ses enfants. Eto'o est à l'Africa Foot, il ne prend pas son salaire. Papa, quoi? Bonne nuit. On va continuer demain. Il y a beaucoup de sujets. Pas Pensi l'avocat. Serge Pensi, le consultant.